Oui. Bonjour à tous, vous écoutez la Balado légendaire, cette émission de balado-diffusion où on regarde Mélanie nous faire des babayes. Salut! C'est juste les gens qui sont... C'est juste les gens qui sont avec nous dans la version vidéo Ben oui. et en direct sur Twitch présentement qui vont pouvoir avoir profité de ça. Si vous êtes en audio, je vous conseille fortement de plus en plus aller faire un petit tour de la version vidéo parce qu'il y a des trucs qu'on présente, des vidéos, des choses comme ça. C'est comme rendu une version supérieure à la version audio. Oui. Mais on fait encore une version audio parce qu'on sait que vous aimez ça nous écouter dans l'auto. Mais tu sais, une version vidéo, c'est faite pour regarder des vidéos, Maxime. Ah, c'est sûr, c'est évident. J'espère que ça va bien de votre côté, les gens sur Twitch. Nous, ça va super bien. On a pris une pause la semaine dernière parce que, comme vous le savez, moi, j'ai eu des problèmes de santé, donc je devais faire régler ça. Fait qu'on m'a tronçonné à grands coups de couteau, puis là, maintenant, ça va mieux. Oui, tant mieux. Oui, j'ai participé à Radio Talbot la semaine passée. Je pense, Mélanie, justement, tu me disais que tu m'avais vu, puis je commençais juste... Mais je t'ai pas vu, je t'ai écouté. Ah, ok. Mais je commençais juste à être correct. Puis quand on arrive à la fin de la soirée, si vous avez vu la version vidéo, là, j'ai la face en sueur, parce qu'il commençait vraiment à faire chaud dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. Et puis, je commençais vraiment à avoir mal au ventre. Ça faisait comme trop longtemps que j'étais assis au même endroit, puis ça me faisait super mal. En tout cas, tranche de vie pour dire que là, oui, ça va mieux. Puis, je suis à l'arrêt de travail, ce qui fait que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, puis que je publie plein d'articles de ce temps-ci. Ben oui, puis là, tu sais tout, t'es au courant de tout. Je suis plugué partout. Ouais. T'as pas idée, pas comme d'habitude. Mélanie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, on va dire salut à Anthony et Kevin parce qu'on est en train de les laisser de côté aussi. Salut les boys! Allô! Je me sentais super isolé dans mon coin. Non, hey, on est 4 ce soir! Ouais. Hey, les gars, sur la gang ouais. sur Twitch sont en train de nous dire qu'il y a un docteur qui a joué à Surgeon Simulator avec moi. J'espère juste que c'était pas juste une simulation. C'était très bon. Ouais, mais c'est parce que ce jeu-là sur PS4, si vous avez déjà joué, là, c'est assez intense. On va dire ça. J'espère qu'il y avait des mains plus habiles que celles dans le jeu. Ah oui, j'espère aussi. Vous avez passé une bonne semaine. Moi, je passais une bonne semaine, mais j'ai pas fait rien pour faire de nouvelles critiques. J'ai joué beaucoup en ligne à Call of Duty, notamment aujourd'hui, puis j'ai détruit mon ratio. J'ai eu une très mauvaise journée de Call of Duty. Ah, ça arrive. Ça arrive. Vous autres, qu'est-ce qui a retenu votre attention, vous autres, cette semaine? Splatoon. Ouais, Mel Splatoon. Oui. Hey, j'ai joué avec Anthony, puis on se démolissait un puis l'autre. Ah oui. C'est trop drôle. J'ai pas eu le temps, moi. Anthony s'excusait parce qu'il me tuait, tu sais. Trop galant. Je m'excusais pas vraiment, mais bon. J'ai pas eu le temps encore. Faudrait que j'achète une copie parce que malheureusement, c'est une copie de prêt. C'est un prêt qu'on a reçu pour faire les critiques. Donc mon prêt est expiré, mais j'ai vraiment aimé ça. En tout cas, la partie solo que j'ai pu essayer, je me suis bien amusé. Puis c'est coloré. Je trouve ça le fun d'avoir une nouvelle franchise. Pas juste chez Nintendo. Un nouveau genre complètement de quelque chose qu'on n'avait jamais vu ailleurs encore. Puis on voit qu'on est encore capable d'innover du côté de Nintendo. C'est très cool. Absolument. T'as bien raison. Moi, mais en fait, je vais laisser Mel continuer avec sa liste. Avec ma liste? C'est juste une petite liste, hein, parce que j'ai joué à ce plateau. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, j'attends mes amis beaux demain. J'ai reçu ma notification de Post Canada. J'ai hâte. J'ai acheté le trio. Le trio à 4, non, à 3. Ah, ok. Non, moi, j'ai acheté juste les deux. Le bas et la fille séparément. Là, je les ai achetés séparément. Ben non, mais moi, c'est parce que je voulais avoir le calmar. Écoute, il est tellement... il était super beau. Le jeu tourne autour de ça, en plus. Fait que je trouvais ça fun d'avoir les trois. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont débloquer dans le qui jeu. nous montre ça présentement. Mais ils sont tellement beaux, en plus. Ouais. Ben là, Anthony les embrasse. Moi, je suis peut-être pas rendue là. Je vais embrasser le calmar, peut-être. Moi, c'est une obsession. Je peux pas nier, là. C'est une obsession. Puis, je vous montrerai pas ce que j'ai mis, ce que j'ai acheté aussi. Greninja, Jigglypuff, Wario, Charizard, Pac-Man, name it. Moi aussi. Des Mario Gold et Silver. Ah, des Mario Gold, Silver, Lucina, Robin, moi Robin, aussi, toute la gang. Greninja, il est beau, là. J'aimerais l'avoir. Je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu des photos, puis je suis tombée en amour avec les photos, fait que... Écoute, il y a des hommes charitables qui nous écoutent, qui ont un NES de trop. Je cherche NES désespérément. Je suis prêt à faire des échanges. J'ai un Gold Mario en double. Alors, mais ça ferait un bon une NES, hein? Il va avoir le personnage. Non, pas une NES. Je veux NES. Le personnage NES. J'en veux pas de NES. Qui vient de Earthbound. Ouais, fait que c'est ça.
Fait qu'on a joué à Splatoon, puis... Puis on fait la chasse aux amiibo. On fait la chasse aux amiibo, parce que ça, c'est vraiment un jeu en tant que tel. C'est quasiment un mini-game de Nintendo qu'ils ont créé. J'ai joué aussi à Puzzle and Dragons Z et Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition, dont j'ai fait la critique, qui est sortie aujourd'hui sur le blog de Best Buy, que vous pouvez aller lire. Tu peux aller copier le lien dans le chat directement aussi de Twitch. Si les gens veulent consulter en attendant, tu peux le faire. Ah, ben je pourrais faire ça. Attends, allez lire ma critique en premier, puis après, vous verrez. Ça, on a chacun notre critique en plus, puis on va en parler ce soir. Puis c'est très, c'est le fun parce que on a des avis pas partagés, pas des avis différents, pas tellement divergents, mais en tout cas, on a des avis différents. C'est drôle parce que Kevin dit vraiment oui, c'est très différent, mais ultimement, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre podcast. Je vous demander, c'est dur d'avoir des avis différents sur un jeu de casse-tête, mais bref. Puis, en plus, vu que ça fait quand même un petit bout, j'ai pas fait la balado, je voulais juste mentionner en passant que j'ai joué à l'épisode 3 de Life is Strange. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu nous parlais la dernière fois. T'avais hâte, il sortait le lendemain. Oui, oui. Puis en plus, Anthony, il a joué le lendemain, c'est-à-dire le jour de sortie. Puis aussitôt qu'il a fini sa partie, Anthony m'a envoyé des messages privés d'email. Il dit « Il faut absolument que tu joues là. Arrête ce que tu fais dans la vie, là, puis va jouer à Life is Strange épisode 3. C'est trop malade. » Puis j'y ai joué le lendemain. Puis on dirait que le lendemain, pour Anthony, c'était trop tard. Ouais, t'avais raté le fun. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans mon salon. Fait que, oh my god, Life is Strange épisode 3, c'est... je pense que c'est un des développeurs Dontnod Entertainment que si je les croise au E3, parce que je vais au E3, je me demande si je vais pas sauter dans les bras du gars tellement que je tripe son jeu. Je pourrais presque faire ça. Un gros câlin. Je vais peut-être me laisser garder une petite gêne, mais je vais au moins aller le saluer, serrer la main, quelque chose, parce que j'aime trop son jeu. Là. Fait que, bref. Fait que c'est ce que j'ai fait les dernières semaines. Bon, cool. Anthony, toi, de ton côté, je suis en train de regarder le plan, c'est beaucoup Splatoon puis Puzzle and Dragons aussi. Ça ressemble pas mal à ce que Mel a fait, évidemment. J'étais absent depuis quelques semaines, puis j'ai aussi joué à Life is Strange épisode 3, puis c'est vraiment... vraiment spécial, vraiment. Je veux rien gâcher, mais c'est une expérience à vivre, je trouve. Puis c'est ça, en fait, à part ces deux jeux-là, je me suis vraiment concentré sur ces trois jeux-là, en fait, Splatoon, Puzzle Dragon, puis Life is Strange. C'est sûr que là, ce mois-ci, on attend tous Batman, donc mais là, on va attendre patiemment. Il y a quand même le E3 entre les deux. Donc, Et vous allez être là tous les deux, donc c'est évident que pour vous, ça va être un méchant trip aussi. Ah oui, il y a beaucoup de planning derrière tout ça, mais ça va être malade. Notre calendrier est déjà plein, Anthony. Puis c'est le fun parce que on a réussi à se planifier des rencontres à deux, étant donné qu'il y a certains tours qu'on va être capable de faire en français, parce qu'il y a des PR québécois qui sont là. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on a réussi, Anthony puis moi, à pouvoir y aller tous les deux ensemble en même temps dans nos rendez-vous. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, rencontrer le monde aussi, ça va être là. Cool. Ouais, ça va être magique. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que notre horaire est vraiment comme planifié à la demi-heure près parce qu'à chaque on a des rencontres de 30 minutes exactement. Donc, il faut courir d'un kiosque à l'autre. Ça va être assez intense. J'ai vraiment hâte. Ça va être toute une expérience. Puis j'ai hâte de voir comment Anthony va s'en tirer après 5 jours parce qu'il a ri du fait que je me suis acheté des Dr. Scholl pour mettre dans mes souliers, des semelles compensées. Parce que je me suis dit que je voulais pas avoir mal aux pieds. Fait que, on va voir qui va rire après 4 jours, Anthony. Vous devrez vous demander des... J'en ai même acheté 2 paires d'un coup que la première me lâche. Vous devrez vous demander des conseils à certaines de nos connaissances qui sont déjà allées. Je suis sûr qu'il y aurait de précieux conseils pour vous deux. Moi, je vote pour les Dr. Scholl. Ouais, aussi, c'est sûr. Kevin, de ton côté, évidemment, toi, tu vas pas au E3, mais tu as joué à probablement le jeu le plus excitant depuis quelques semaines, dont tu as sorti ta critique durant le week-end, qui est The Witcher 3 J'essaie de chercher le sous-titre, mais je me souviens. Wild Hunt. Wild Hunt, merci.
Ouais. Et tu nous fais la critique de ce jeu-là ce soir. Ok, oui. Puis sinon, j'ai joué à Battlefield Hardline. Oui, aussi, c'est vrai. Mais, Est-ce que tu joues sur PS4 ou Xbox One? Sur Xbox One. Sur Xbox One, oui. Mais contrairement à toi, moi, j'ai pas de ratio, donc je peux pas le scraper. Il est trop bas. Ouais, ben je dirais que je suis meilleur à Call of Duty qu'à Battlefield. J'aime beaucoup Battlefield, par exemple, mais finalement, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait le 10 heures du EA Access qui était disponible pour Battlefield Hardline. Puis j'ai vraiment hésité à acheter le jeu, puis finalement, j'ai décidé de ne pas l'acheter. Il était même venu en spécial récemment sur le PlayStation Network à 35$, puis je ne l'ai pas acheté quand même. Puis la campagne solo est bonne. Ouais, je sais, mais du côté de la campagne solo, c'est correct, mais c'est parce que je sais que je vais vouloir y jouer en ligne. La majorité de mes contacts qui jouent en ligne présentement sont sur Xbox One. Puis si je l'achète sur PS4, j'y vais avoir plein de gens pour jouer sur PS4 aussi, sauf que je vais devoir m'acheter un second abonnement. Fait que ce qui fait que lorsque je vais acheter le jeu, ben, je vais devoir payer un 50$ de plus pour me prendre un 12 mois d'abonnement pour pouvoir en profiter. Fait que ça fait grimper la facture aussi. Fait que là, j'essaie le plus possible de, tu sais, comme d'être un peu plus économe puis de payer un seul abonnement sur 2, mais je sais qu'à un jour, j'aurai comme pas le choix puis je vais craquer, surtout si je veux jouer avec Denis aussi à un moment donné. Mais quand les bundles de jeux doubles, une version Xbox One puis une version ça, je pense qu'on verra pas ça. Les gens qui ont les deux consoles sont rares aussi. Ça n'existera jamais. Ouais, non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Mais je voulais revenir à Kevin parce que j'avais quand même apprécié mon test. Toi, ça fait combien de temps que tu joues à peu près? Ah, je dois être rendu à peu près une vingtaine d'heures de jeu, là, sur à peu près 3 semaines environ. Là. Ah, ok, c'est quand même bon. Ouais, mais moi, je suis pas bon, là. Non, mais je veux dire, ça, c'est pas grave, mais l'important, c'est que t'as du fun, c'est ça. Ah oui, je joue avec mes amis, puis j'ai vraiment beaucoup de fun, ouais. C'est comme être pas bon en équipe, c'est plus le fun qu'être pas bon tout seul. Ah ben oui, ça change tout. C'est ça. Plein ça. Parfait. Sinon, j'ai joué aussi à Puzzle & Dragon. Je l'ai acheté sous recommandation d'Anthony, puis je suis très satisfait en ce qui me concerne. C'est drôle parce que normalement, tu sais, on a toujours comme pas toujours, mais on a souvent deux ou trois critiques dans le show, dont une qui est plus importante, plus majeure que les autres. Ce soir, on en a 2. On a The Witcher 3 puis Splatoon, mais j'ai l'impression que c'est le test de Puzzles & Dragons Z, Puzzles & Dragons Super Mario Bros. Edition, qui va retenir l'attention à cause de votre discussion que vous allez faire. Je me suis fait une scène de diffusion juste pour que vous soyez tous les trois en plein écran. J'ai hâte de voir ça. Parfait. C'est bon. Les couteaux vont voler. Les couteaux vont voler bas. Mais avant que les couteaux volent bas puis qu'on blesse des gens, on va parler d'épée et d'un monde pseudo-médiéval dans un univers de dragons et oui, parce qu'on blesse personne dans ce jeu. Non, c'est ça. Un univers de dragons et de sorcières et de démons. Puzzle & Dragon? Ouais, non, on va parler de Witcher 3 parce que Kevin, toi, t'as testé ce jeu-là pour nous. T'as fait ça assez rapidement quand même. J'ai été surpris de voir ta critique aussi vite que ça. Puis t'as publié ça en fin de semaine. Puis je pense que t'avais vraiment apprécié ton expérience. Ben oui. Ça résume. Ça résume. Pour les gens qui nous entendent pas, c'était Kevin qui acquiesce. Pour ceux qui ne voient pas. Mais en fait, en 3 mots, je vous dirais achetez-le maintenant. Ouais, ça serait bon. Achetez-le, puis c'est ça. Là. Mais là, ça ferait 4 mots, fait que ça marche pas. Mais en fait, oui. Non, là, du Saguenay, c'est juste un mot. Hein, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est définitivement là, le meilleur jeu de l'année jusqu'à maintenant. J'ai encore de la misère à cause de Bloodborne qui m'a travaillé énormément. Mais oui, jusqu'à maintenant, Witcher 3 est vraiment une perle. Tous les gens qui l'ont essayé, de toute façon, dans mon entourage, m'ont dit à quel point ils ont apprécié le jeu. On va commencer par le début. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Witcher 3, c'est le 3e de la série. Donc, vous incarnez Gérald de Rive, puis Gérald en question a plusieurs noms, dépendant de la région dans laquelle il se trouve. Gérald est un sorceleur, donc c'est quelqu'un qui a des pouvoirs un peu surnaturels qui lui permettent d'être meilleur au combat. Et sa principale raison de vivre, c'est de combattre
le mal, que ce soit des hommes ou des monstres. Donc, c'est aussi simple que ça. Vaut mieux aviser les gens en partant si vous n'avez pas fait les 2 premiers. Je vous conseille fortement de les faire, première des choses, parce que vous allez vous amuser. C'est 2 très bons jeux encore aujourd'hui. Puis également parce que l'histoire, ben, elle est vraiment directement après le 2. Ou sinon, à la limite, ben, d'aller voir une vidéo sur le net là, qui va vous permettre de vous replacer au niveau de l'histoire. Parce que c'est très, 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 très complexe. La trame sonore, ben pas la trame sonore, excusez-moi, la trame narrative du jeu en tant que telle, elle est quand même relativement simple, mais c'est vraiment tout ce qui englobe ça. C'est-à-dire que les personnages ont chacun vraiment une histoire qui leur est propre, ont pour certains, une lignée derrière eux. Donc, il y a beaucoup de bagages là, en arrière de chacun des personnages. Et même sur les villes, les conflits entre les différents peuples. Donc, disons qu'il y a du stock, on va dire ça comme ça. C'est beau aussi, hein, vois-tu, parce que là, j'ai commencé à présenter, pendant que tu parlais des images vidéo du jeu, c'est super beau aussi, hein, c'est un style ben, qui leur est propre à eux, hein, on va se le dire. Oui, ben, en fait, le jeu est non seulement très, très, très beau, en ce qui me concerne, j'ai vraiment été subjugué, mais ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est l'écosystème du jeu, c'est-à-dire que vous avez un cycle de jour et de nuit, et la température dans le jeu vient faire une différence. C'est-à-dire que s'il pleut, ben, il pleut. Il pleut vraiment. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes sur le point de tomber de votre cheval si jamais vous êtes dessus. Marche dans la boîte. Ouais, exactement. La neige et tout. Donc, vraiment, là-dessus, ils ont mis le paquet. J'ai jamais vu un jeu, à vrai dire, qui était aussi poussé à ce niveau-là. Sinon, ben, effectivement, vu qu'il y a un cycle de jour, un cycle de nuit, il y a certaines choses que vous pouvez faire le jour, certaines choses que vous pouvez faire la nuit. Donc, ça rend le jeu encore plus intéressant. Et ce qui est le plus surprenant, c'est d'avoir réussi à faire un réalisme aussi poussé quand on sait que la map, elle est tout simplement immense. Il y a énormément d'emplacements à aller, à vrai dire. C'est très difficile de faire, le tour tellement qu'il y a d'endroits à aller. Mais ce qui est encore plus impressionnant, encore une fois, c'est que chacun des emplacements où vous allez, bien, regorge de petits détails. C'est-à-dire que chacun des villages ont leurs animaux de ferme, ont leurs bâtisses détruites, et chacune des personnes que vous rencontrez, vous pouvez interagir avec eux. Certains vont vous conter leur histoire, certains vont juste vous faire une petite phrase, une petite phrase d'appoint. Mais reste que les détails sont tout simplement immenses. Tellement que c'est peut-être le petit défaut du jeu. On rentre dans les petits détails et on dirait qu'il se passe rien. Je donne un exemple. Vous êtes à cheval, vous rentrez dans une personne, mais la personne n'aura pas vraiment l'impression que vous venez d'y rentrer dedans avec votre cheval. Ok, il n'y a comme pas de détection pour cette collision-là non, directement c'est qui vient de exactement. se produire. Ça a l'air qu'un cheval, dans ce temps-là, ça faisait pas mal. Non, pas du tout. Mais c'est peut-être la seule chose que j'aurais eu à reprocher au jeu. Sincèrement, pour quelque chose d'aussi banal, on passe tout simplement à côté. Ça fait en sorte qu'on apprécie encore plus le jeu. Sinon, le système de combat et de compétences, lui aussi, en fait, il a toujours été très bien travaillé de leur part. Il est encore mieux cette fois-ci. Parce que par le passé, c'était quand même assez complexe. Ça reste encore pas tout à fait intuitif, étant donné le nombre de boutons qu'on doit appuyer quand même à l'occasion. Mais reste que ça a été amélioré selon mon point de vue. Donc, vous avez des attaques qui sont des attaques normales, des attaques, disons, plus lourdes. Vous avez une bonne défense aussi de la part du personnage, mais également des pouvoirs qui viennent s'ajouter à ça. Donc, que ce soit, par exemple, des pouvoirs télékinésiques, des pouvoirs de feu, et ainsi de suite. Et vous pouvez en plus faire des concoctions, donc des mélanges pour lancer sur les ennemis. D'ailleurs, j'ai une question. Ce que je voyais, parce que moi, je suis un novice avec la franchise de Witcher. Hein, et puis, je regardais le style de gameplay. Évidemment, c'est du RPG. Mais ça semble être un style très, très actif. Donc, il faut vraiment bouger constamment dans le combat. On est loin du tour par tour. Hein. Oui, vraiment très loin. En fait, je vous dirais que ce qui s'en apparente le plus, c'est que peut-être que des gens ont essayé, même si le jeu est sorti plus tard que les Witcher avant, mais c'est peut-être Shadow of Mordor,
On se retrouve souvent avec plusieurs ennemis alentours. Il faut faire attention, il faut être attentif aux détails, savoir qui va nous attaquer, puis vraiment là, savoir son environnement au final. Là. Parce qu'une personne seulement qui nous attaque, c'est relativement rare. Là. La plupart du temps, sont à plusieurs. Que ce soit autant des humains que ce soit des monstres également. Okay. Moi, j'ai une question vraiment importante. Parce que ce jeu-là a mis beaucoup de marketing sur le fait que il y avait environ 48 minutes de scènes qui ont été filmées en motion capture, de scènes érotiques. Est-ce que c'est vraiment à l'honneur dans ce jeu-là? Ben, j'ai pas calculé le temps, si tu veux savoir, Anthony. Non, mais c'est parce qu'ils ont fait leur marketing. Il voit pas le temps passer dans ce temps-là, lui. Je te jure, ils ont fait une partie de leur marketing là-dessus. Puis même, si vous avez écouté la vidéo de Conan, Clueless Gamer, c'était vraiment la chose qui faisait en sorte qu'il capotait sur ce jeu-là puis qu'il voulait absolument le voir. Puis c'était comme la première fois qu'il faisait vraiment du motion capture de scène. Ils sont allés jusqu'à 48 minutes pour dire à quel point c'est rendu assez poussé dans ces jeux-là. Ben, en fait, oui, effectivement, il y a de ça. Mais c'est vrai que c'est très poussé, mais pas seulement au niveau du motion capture. Oui, les personnages, la façon qu'ils bougent, la façon que leurs mouvements sont très, très fluides, très réalistes, mais c'est également leur apparence. Ça aussi, ils ont fait leur marketing alentour de ça. La barbe, par exemple, du personnage, on la voit pousser au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Donc, ça aussi, c'est un côté réaliste qu'on a plus ou moins vu là, par le passé. En tout cas, pas poussé jusqu'à ce point-là. Mais effectivement, les animations, que ce soit dans du in-game ou dans des vidéos, est vraiment très, très, très bien fait. Là. Donc, je pense que ça dit que j'ai apprécié le titre. C'est pour ça que je lui ai donné la note de 9.5 sur 10. Sincèrement, si vous n'y aviez pas joué, vous passez peut-être, là, je crois à mon avis, là, sur le jeu de l'année. Ah, ok, bon, attends. Tu me mets de la pression là, parce que là, j'ai encore un gros mois devant moi où est-ce que je vais être ici à la maison. Donc, ouais, ben là, t'as faut que tu joues. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça, j'ai bien l'impression. Hey, merci Papa Stéphane d'héberger notre chaîne sur la tienne, c'est très gentil. J'ai une question. Oui, Mélanie. Vas-y, j'ai pas joué encore beaucoup à The Witcher. Je l'ai commencé. J'ai fait en fait juste l'entraînement au début. Puis je me suis rendu compte, moi j'y joue sur Xbox One. Toute l'animation au début est vraiment magnifique là, quand il commence dans sa chambre, dans ses quartiers avec sa blonde puis tout ça. Mais j'ai trouvé que les animations cochaient un peu. Est-ce que ça se corrige avec le temps ou c'est juste moi qui... Tu sais, que ça loadait dans le background, puis c'était juste le début du jeu, puis que ça cochait à cause de ça dans le visuel? Non, je te dirais que c'est un problème qui reste. C'est pas... Comme je disais, je pense que c'est aussi une petite chose sur laquelle on peut passer par-dessus, tellement qu'on se rend compte le nombre de choses qu'on peut faire. Mais non, effectivement, à ce niveau-là, le jeu n'est pas parfait. Là. Mais moi, j'ai eu le même problème, puis même qu'après 15 minutes, j'avais vraiment mal à la tête, puis je trouvais ça pénible de continuer. Il y a beaucoup qui ont parlé de cet effet-là, hein, avec les arbres qui bougent tout le temps et tout, puis que ça les dérange. Hein. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais c'est la première fois, tu sais, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, puis, tu sais, des fois, je lisais bien les pochettes qui disaient, bon, mais c'est des risques de faire une, comment t'appelles les seizures, j'ai oublié le nom en français, mais, tu sais, j'ai jamais eu de problème à proprement dit, sauf que là, après 15 minutes, j'étais vraiment plus capable. Je vais continuer, c'est certain, mais j'espère que c'est quand même un problème qui se règle assez rapidement, puis c'est juste dans certaines animations. Ouais, parce que j'ai quand même trouvé, par exemple, que dès le début du jeu, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Même la première séquence au complète, même si j'avais pas joué à The Witcher 1 et 2, on dirait que j'ai comme embarqué dedans pareil, parce qu'on arrive vraiment on n'est pas dans la peau de Geralt parce qu'on le voit, mais on dirait que j'embarquais dans son univers puis dans son histoire. Je le sentais vraiment tourmenté. Je le trouvais intéressant. Puis j'aimais bien aussi la petite discussion qu'il y avait avec la petite recrue au début. Parce qu'il est comme mentor d'un élève. Puis j'aimais bien gros la discussion qu'il y avait. Puis au début, justement, dans le training, puis
tous les dialogues qui se disaient, je sentais de l'humour, je sentais du sarcasme, je sentais que c'était recherché, qu'il y avait vraiment un scénario quand même qui avait été bien pensé et bien exécuté dans le jeu. Puis encore là, tu n'as même pas lu tout ce qu'il y avait à lire, parce que des documents, des choses que tu peux trouver autant dans l'histoire principale que dans les side quests, là, les missions secondaires. C'est terrible le nombre de détails qu'ils ont mis là-dessus. C'est hallucinant, hein? C'est vraiment hallucinant. C'est un jeu qui est d'une envergure incroyable. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la quantité de stock qu'on est capable de mettre là-dedans. Fait que c'est ça. The Witcher 3, Kevin vous le recommande, fait que astinez-vous pas puis achetez-le. En 3 mots, acheter là. Il y a juste une chose qu'il faudrait vraiment qu'ils corrigent, puis ça, j'espère qu'ils vont le faire. Là. C'est les sous-titres sont tellement minuscules, c'est terrible. Faudrait quasiment jouer avec une loupe tellement que c'est petit. J'aimerais ça aller en Pologne juste pour voir de quoi a l'air leur TV, genre. Oui, parce que à moins qu'ils jouent à ça de leur télévision, là. Oui, c'est absurde. C'est simplement l'enfer à ce niveau-là. Ça se peut pas qu'ils ont fait des playtests puis qu'ils ont fait comme c'est bien correct comme ça. Oui, ça c'est un autre truc là, qui ressort souvent au niveau des tests là, que j'ai vu. Je me suis permis de lire les critiques parce que je savais que c'est pas moi qui s'en occupais. Donc oui, je me suis rendu compte de ça moi aussi. Ça revient assez souvent. Même je regardais sur Twitch justement des gens y jouer. Puis des fois, tu dis oui, effectivement, c'est assez petit, surtout que quand la qualité de la diffusion n'est pas assez élevée, là, on pouvait à peine lire. Mais comparable à vos noms qui sont écrits en dessous de Skype là, présentement, en fait. Hein. Fait que c'est ça. Donc c'est une grosse recommandation. C'est bien le fun. The Witcher 3, un fort candidat pour le jeu de l'année. Merci Kevin pour ta critique. Ah, ça fait plaisir. Je suis pas sûr que j'ai le goût de passer à ça, moi, là. Écoute, si t'as 74 heures à perdre, vas-y. Oui, parce que là, la gang veulent nous faire une critique commune. Hein? Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Pour Puzzle & Dragons Z, Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition, à la base, c'est Mélanie qui est coordonnatrice de cette critique-là. Mais comme les gars, ils ont joué aussi, ils veulent mettre le petit grain de sel là-dedans. Moi, je vous laisse aller. Je m'occupe plus de rien. Fight! Je pense que tu peux revenir dans 20 minutes, Maxime. Je vais revenir dans 20 minutes. Ouais. Ben non, on va faire ça dans la gentillesse et dans la politesse. Sauf une fois au chalet. Sauf une fois au chalet. Oh my god, c'est tellement passé date, cette mention-là. Vas-y. Puzzle & Dragons Z et Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition. En fait, c'est 2 jeux qui sont offerts dans un seul emballage sur Nintendo 3DS. Fait que c'est vraiment ces 2 jeux, sauf que c'est le même jeu, c'est juste 2 univers différents. C'est un jeu de casse-tête, vraiment un jeu d'association de couleurs. Les casse-têtes associés 3, puis les 3 disparaissent un peu comme Bejeweled, comme Candy Crush et toutes les choses qui se ressemblent dans ce style-là. Mais là, évidemment, il y a... La twist que Nintendo a fait en association avec l'autre développeur, Gung Ho Online Entertainment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en plus d'associer les couleurs ensemble, c'est qu'on peut jouer avec ces images, ces petites billes-là qui sont des orbes dans le jeu, mais on a comme un sablier, on a comme 5 secondes pour déplacer une bille qu'on détermine n'importe où dans le jeu, mais à chaque fois qu'elle se déplace, elle change la position de la bille de son trajet. Fait que, tu sais, ils vont toujours prendre la place de la précédente tout le temps. Puis, une fois que le sablier est échu, mais là, on a comme plusieurs associations d'images qu'on a fait, puis toutes les choses disparaissent. Il y a des nouvelles billes qui tombent vers le haut, fait que là, ça peut faire des nouvelles associations et les billes disparaissent. Puis là, ça donne des attaques parce que c'est comme un jeu de combat, un jeu où on... genre de dungeon crawler, c'est comme on rencontre des ennemis, puis c'est ce jeu de casse-tête-là qui va provoquer les attaques et le plus d'associations qu'on fait, c'est ça qui va donner la force des attaques. Parce que nous autres, on a une équipe de 5 et un 6e personnage va venir nous assister. Il y a plusieurs
comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs types d'ennemis. Des éléments. Ils ont différents éléments. Ouais, c'est ça. C'est ça, qui sont associés à des éléments, fait que de feu, d'eau, de terre, de lumière et de ténèbres. Et évidemment, il y en a qui vont être plus puissants contre d'autres. Fait que les éléments contraires vont donner des attaques plus efficaces contre leurs ennemis par rapport aux autres. Puis il faut avoir dans notre équipe, en tout cas moi j'essaie toujours d'avoir une équipe diversifiée parce que les attaques sont en association avec les éliminations qu'on est capable de faire dans nos billes. Donc plus d'élimination d'une couleur en particulier va donner une attaque plus grande de cette couleur-là. S'il y a des attaques qu'on fait pas ou qu'on fait, mettons, je sais pas, moi par exemple, on fait 3 lignes bleues ensemble, mais qu'on n'a aucun joueur bleu dans notre équipe, ben on a beau l'éliminer, il y aura aucune attaque qui va être associée à ça. T'sais. Fait qu'il y a un peu de stratégie à élaborer aussi avec ça. Je fais ça genre super rapidement, j'espère que le monde comprenne. On a vu quand même. On a vu quand même c'est un jeu simple. Ouais, ça, c'est un jeu simple aussi. Pour expliquer rapidement, moi, j'aimais dire que c'était comme un Bejeweled à laquelle on a implémenté des combats à la Pokémon. Tout à fait. Oui, parce que l'élément jeu de rôle qui embarque là-dedans aussi, parce que notre équipe va acquérir de l'expérience, ils vont leveler up, et plus ils sont forts, ben plus grande leur attaque va devenir aussi avec le temps. Du côté Puzzle Dragons, Super Mario Bros. Edition, c'est le fun parce que c'est vraiment dans l'univers de Mario. On a 8 mondes à parcourir et chaque étape, ben là, on a l'impression d'être sur une carte de New Super Mario Bros. Puis on se rend jusqu'au château. Faut aller délivrer la princesse qui a été kidnappée par Bowser. Encore une fois. Ben oui. Encore une fois, il faut éliminer les 8 Koopalings aussi. C'est 8 ou 7 ou 8... Ben 7 puis Bowser à la fin, ouais, c'est ça. Puis en plus, vous avez écouté le Nintendo Direct aujourd'hui, surprise, à midi. Ils ont annoncé qu'une fois qu'on a réussi à délivrer la princesse après les 8 mondes, il y a 8 mondes supplémentaires qui sont développés. Fait qu'il y a vraiment, là... C'est un jeu super simple, c'est un jeu de casse-tête, c'est un jeu de passe-temps, tu sais, qu'on joue souvent dans l'autobus en file d'attente puis tout ça, mais il y a tellement de tableaux à faire que la longueur est quand même là, puis le défi est grand. En tabarouette, là, je suis du côté de Mario, je suis rendue au boss du monde numéro 3, c'est-à-dire le monde de désert, puis j'ai de la misère, ça fait à peu près 4-5 fois que j'essaie, puis je suis toujours en train de mourir parce que mon équipe, soit qu'elle n'est pas assez forte ou j'ai pas les bons éléments pour contrer le boss qui est d'un élément spécifique. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment Puzzle Dragon, Mario. Super Mario Bros. Edition, il n'y a pas plus d'histoire que d'aller délivrer la princesse, puis on fait toutes les casse-têtes un après l'autre. Si je peux renchérir sur ce que tu disais, c'était exactement ça. J'avais la même impression, c'est que à partir du niveau 3, il y a comme dans ce jeu-là, il y a comme des petites étapes que ça devient vraiment plus difficile soudainement. C'est mal apporté, la courbe de difficulté est vraiment mal développée. Il y en a une au monde 3, ensuite il y en a une au monde 5 où est-ce que tu passes à travers un tableau sans problème, puis là le suivant, tu as beaucoup de misère, puis là tu dois prendre le temps de t'asseoir, de développer une meilleure stratégie, d'ajuster tes éléments de tes personnages pour que dans le monde que tu vas arriver, que tu sois plus efficace contre les ennemis. Donc il y a comme cette courbe-là qui a quelques courbes comme ça très, très prononcées dans le jeu que je trouvais qui cassaient un peu le rythme. Ouais, puis il y a des attaques spéciales qui sont drôles parce que dans Super Mario, on a les attaques tu sais, comme d'encre dans Mario Kart, là, tu sais, quand le jet d'encre qui t'arrive d'en face puis tu vois plus rien, ben il y a quelque chose d'un peu similaire qui se passe dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui va te lancer une super attaque, puis là, il va assombrir toutes nos orbes, nos billes, fait qu'on les verra plus. Mais ils existent encore, sont là. Fait qu'en bougeant, on est capable de les faire réapparaître une après l'autre. Mais il y a un genre de petit jeu de mémoire en même temps parce qu'il faut essayer de se souvenir où est-ce qu'ils sont positionnés. Les seuls qu'on est capable de distinguer, c'est les cœurs qui nous donnent de la santé parce qu'eux sont carrés. Moi, mais les autres sont toutes rondes. Là, on commence à comprendre un peu le style du jeu. Moi, j'aimerais ça savoir... Qu'est-ce qui diverge dans votre opinion, finalement? C'est Puzzle Dragon Z. Ah! Qui est l'autre jeu. Oui.
qui vient avec parce que celui-là... c'est un combo, on achète ça puis les deux viennent avec. Oui, c'est ça. C'est deux jeux en un finalement qui ont été vendus parce que c'est un jeu de casse-tête similaire d'un à l'autre. C'est juste que dans Z, il y a une histoire. On suit au début un petit garçon et une petite fille. Moi, j'ai pris une petite fille, évidemment. Puis, dans le fond, c'est que là, il y a la fille, il y a un groupe vilain qui s'appelle Paradox, qui vient chambouler vraiment la quiétude de Dracomacia, qui est comme l'univers dans Puzzle and Dragon Z, où vivent justement en harmonie des humains et des dragons. Donc là, ce qui arrive, c'est que le groupe Paradox veut anéantir cet univers-là. Ils vont briser tous les morceaux de région autour du village de Z. Puis, nous autres, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller parcourir chacune de ces régions-là pour vaincre des boss et les membres du groupe Paradox. Non pas le groupe de musique, mais... Puis, après ça, de libérer les dragons légendaires qui sont vraiment au bout de ces régions-là, qui, eux, vont être capables de ramener les morceaux de terre autour du village et rétablir la paix dans le monde. Mais c'est fou comment... Ça ressemble tellement à Pokémon, là, c'est fou. Mais c'est ça, t'entendre parler du scénario, ça m'a confirmé encore plus que ce que je croyais, c'est-à-dire que c'est une espèce d'histoire générique de Pokémon. Où est-ce qu'il y a une organisation méchante qui vient détruire la paix entre les humains puis les Pokémon qui allait très bien. Et puis là, tu dois avoir les Pokémon légendaires, il faut que tu sauves de l'emprise terrible de l'équipe. Puis moi, je trouvais que c'était une histoire qui était absolument pas nécessaire. Moi, je voulais juste jouer, faire mes orbes, monter mes personnages. J'avais pas le goût d'entendre le petit scénario vraiment à deux scènes qui passaient. J'avais juste le goût que ça soit comme dans Mario. Puis que je puisse passer d'un tableau à l'autre. Puis qu'il n'y a pas d'histoire, que ça soit juste... je profite pleinement du gameplay puis de la satisfaction de faire plein de combos, tu sais. Mais t'es pas obligé de suivre l'histoire. T'es pas obligé de suivre les dialogues. De la lire, au moins. Ou la cliquer. Tu peux la cliquer pour la faire aller vite. Là. Je veux dire, t'es pas obligé de tout lire si ça te tente pas. Puis moi, ce que j'aime... moi, ce que j'aime, c'est les dragons là-dedans. Parce que il y a justement, les ennemis, quand on les défait, il y en a qui vont te donner les œufs de dragon. Fait que moi, j'aimais ça, accumuler mes œufs de dragon. Après ça, genre, je m'en allais au laboratoire, je m'en allais les faire éclore. Fait que là, j'avais comme des petits bébés dragons. Puis... Puis là, je leur donnais de l'expérience. Puis là, je les faisais évoluer. Puis après ça, j'ai des petits morceaux de casse-tête que je ramasse un peu partout dans les donjons. Puis après ça, je m'en vais dans l'autre machine du laboratoire. Puis là, je donne mes petits morceaux de casse-tête à mon dragon. Puis là, il devient plus puissant. Puis il se transforme. Puis c'est ça, c'est le fun. Moi, j'aimais ça. C'est Pokémon. Puis Kevin, il a comme les deux bras en l'air, puis il capote. C'est Pokémon, là. C'est Pokémon, mais cheap. Mais en dragon. Non, c'est tout mignon. C'est vraiment le fun. Croyez-vous que le côté histoire pour Puzzle and Dragon Z, ça donne une valeur ajoutée? Ça donne une valeur ajoutée, je pense. Ouais, c'est ça, aux petites filles comme moi, je pense, puis aux plus jeunes qui... Moi, je le vois vraiment comme pour les enfants de genre 7-8 ans, là, qui, justement, ils trippent ces Pokémon, puis il va avoir quelque chose d'un similaire, mais une petite affaire un peu différente, puis les casse-têtes, c'est pas la même chose que les combats de Pokémon. OK, donc ça plaît à un certain public quand même, même si Anthony est pas content. Hater! Ça plaît pas à lui, là, puis à Kevin non plus, mais je veux dire, moi, ça me plaît. À Kevin non plus, Kevin n'a même pas parlé encore. Kevin, tu penses quoi de ça, toi? Ben, moi, j'ai été satisfait du jeu. Mais c'est vrai que le côté boboche de l'histoire, c'était pas nécessaire. Boboche. Mais pour madame qui aime bien jouer à son Candy Crush, là, ben, ça fait très bien le travail. Jamais joué à Candy Crush. Non, ça, c'est pas correct. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est que quand tu t'habitues à un rythme comme celui qu'il y a dans l'édition de Super Mario, puis tu t'es habitué de passer d'un tableau à l'autre, de pas avoir d'histoire, d'avoir la même histoire que tu connais de Mario, c'est-à-dire qu'il faut que tu sauves la princesse à la fin, puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça, c'est juste un tagline. Pour moi, ça me suffit, puis c'est ça que j'ai... Puis je veux profiter pleinement de la jouabilité, versus être pris à faire AAA pendant que je vois des discussions très peu intéressantes qui se passent dans le jeu. Non, mais c'est pas tout le temps. Coupe le rythme que j'avais. T'es correct, tu sais. Puis qui coupe le rythme que j'avais, mais c'est ça qui me dérange. Ah, par contre, si ça coupe le rythme, là, je vais peut-être être un peu plus du côté d'Anthony, par exemple, parce que là... Ça coupe le rythme parce qu'il s'intéresse pas à l'histoire. Je veux dire, si tu t'intéresses à l'histoire, ça coupe pas le rythme, ça donne une petite cinématique de suite.
Non, c'est sûr, mais parce qu'il y a une façon de bien intégrer une histoire pour pas que le rythme soit coupé, hein. C'est ce que je me demande. Là, j'y ai pas joué, je pose la question. Long. Mais c'est pas long à raconter l'histoire. Moi, je pense que le problème, c'est que Anthony a peut-être commencé avec l'édition Super Mario Bros. C'est ça. Ah, ben ça se peut, ça, par contre. Ouais. Donc, l'inverse, ça l'aurait pas dérangé si jamais il avait commencé avec l'autre version, sans doute, parce qu'il aurait dit, ben, le jeu va être comme ça. Au pire, il va juste avoir une surprise avec Super Mario Bros. En se disant, ah, ben tiens, finalement, j'ai pas d'histoire avec cela, même si on savait très bien que c'était Bowser qui kidnappait la princesse. Là. Mais. Ben, tu sais, moi, je trouve ça même. C'est le fun parce que l'édition Super Mario, c'est plus passe-temps. Parce que tu fais une coupe de casse-tête, puis ça va, puis t'évolues, puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas, ça me prend un peu de viande. Là. Je suis contente, moi, d'avoir un petit emballage. C'est bon du bacon, hein? Ben oui. Et toi, tu trouves. Puis, effectivement, il y avait aussi le fait que la version Z est beaucoup plus facile. Donc, il y avait peut-être un élément plus satisfaisant que Mel retrouvait dans ce jeu-là. Mais c'est plus. Non, là, je suis rendue. Non? Ah, ok. Là, tu l'aimes moins? Ou... Non, je l'aime toujours autant. Il est toujours le fun. Non, oui, puis c'est vrai que ça ressemble un peu à Pokémon, puis un petit peu à Fantasy Life. Puis tu sais, dans ce genre de jeu-là, parce que là, c'est rendu, je croise du monde dans le village qui m'envoie dans certains donjons particuliers pour aller chercher un champignon géant ou chercher une herbe. Fait que là, il faut que j'aille faire les donjons pour aller ramener des trucs au village. Mais bon. C'est un peu mon petit côté sim, là, je pense que. Mais on s'entend tous pour dire que la jouabilité est très accrocheuse, honnêtement. Oui. Les éléments d'RPG sont vraiment cool. Puis le jeu est long, il y a beaucoup. Puis c'est long, t'as une méchante durée de vie avec ce jeu-là. Ouais, vraiment pas méchant bout. Ouais. Fait que, ben, moi, je vais aller avec ma note parce que moi, j'ai comme divisé ma note. J'avais donné un 9.5 à l'édition Super Mario Bros. J'avais donné un 7.5 à l'édition Puzzle and Dragons qui faisait une moyenne de 8.5. Ah, c'est bon. Mélanie, de ton côté? Ben, moi, j'avais donné un 3.5 sur 5 sur Best Buy. Fait que ça équivaut à peu près à un 7 sur 10. Fait que, mais tu sais, je pourrais aller à 7.5 parce que là, les conversions sont peut-être pas complètement pareilles. Ouais, on offre plus de précision sur Épée légendaire. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, un 7.5, c'est un bon 7.5 pareil. Oui, c'est correct. Bon, mais c'est bon, merci quand même. Vous êtes pas chicane là, maintenant. Vous allez vous parler encore après l'émission? Tout le monde est vivant. Excellent. Je m'en viens à Roué, Mel, tu vas voir mon truc. Tu vois Anthony qui sort de son écran puis qui arrive dans l'écran. Dans 2 jours, c'est ça. Super. Merci la gang pour ce test de Puzzles and Dragons Z et Puzzles and Dragons édition Super Mario. Donc, c'est exclusif. C'est ceux qui aiment les jeux de casse-tête. Ouais, il faut aimer les jeux de casse-tête et c'est exclusif sur Nintendo 3DS. L'édition standard, hein, pas la New 3DS pour ceux qui se posent la question. Oh non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Troisième test pour la soirée, vous voulez nous parler de Splatoon. Qui commence pour jaser d'encre qu'on garoche partout puis on repeinture la place? Qui commence? Mélanie. Moi, je vote pour Anthony. Anthony. Ouais. Go, Anthony. Okay. Mélanie a fait... C'est bon, je vais commencer. Mais écoute, depuis l'annonce l'an dernier, on attendait quand même impatiemment cette franchise-là, la nouveauté, parce que c'est pas toujours tous les jours, c'est rare en fait que Nintendo nous sort vraiment complètement une nouvelle franchise pour sa console de salon, pour la Wii U, qui est entièrement développée chez eux. C'est vrai. C'est très rare. Et donc, quand on a eu l'annonce l'année dernière, je pense que tout le monde était quand même sur le charme de la jouabilité puis de qu'est-ce que ça allait proposer. Et puis, on peut pas se cacher que dès qu'on joue à ce jeu-là, on sent effectivement la touche de Nintendo. Les décors sont super jolis. Tout est très coloré. Puis, on n'essaie pas de sortir l'expérience la plus réaliste. À la place, vraiment, on se fait plonger dans un monde qui est disjoncté, qui est fantastique. C'est un univers dans lequel on incarne un petit Inkling que j'avais dans mon Amiibo tantôt, que je vous avais présenté. Donc, on a le choix entre notre petite fille ou notre petit gars Inkling. Et puis, après, on a le choix un peu de personnalisation. Je trouve qu'il est un peu limité, la personnalisation au début, parce que je crois que tout ce qu'on peut choisir, c'est comme la couleur de ses yeux. Si je me trompe pas, Mel, tu pourrais... Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on pouvait changer? Les yeux, la couleur de la peau. Ouais, la couleur de la peau, c'est vrai. Ouais, puis son linge.
son linge, mais ça, c'est une fois dans le jeu, exactement. Donc, c'est ça. Il y a deux principautés dans ce jeu-là. C'est qu'il y a le mode multijoueur qui donne les furieux combats à 4 contre 4. Puis sinon, il y a le mode solo dans lequel on va essayer de tenter de contrecarrer les plans de la méchante armée octarienne, tout en, évidemment, améliorant nos habilités. Mais qu'est-ce qui prend la plus grosse partie du jeu, selon moi, puis dans lequel on a mis le plus d'heures, moi et Mel, c'est la jouabilité en équipe. Entre les niveaux 1 à 10, on a un mode qui s'appelle, je crois que c'est capture de territoire, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus c'est quoi, c'est Turf Wars en anglais. En français, je suis pas certain du nom. Mais en fait, le but du jeu, c'est que on a notre petite Inkling, notre personnage, qui doit jeter de l'encre. On est en équipe de 4 contre 4. Notre équipe doit ensemble couvrir le plus de territoire de son encre. Parallèlement à ça, notre personnage peut aussi se transformer en calmar en pesant un seul bouton. Puis c'est super fluide, là. Dès que tu pèses le bouton, boum, tu te caches dans ton encre, puis tu peux te promener puis être furtif. Puis ça amène une jouabilité qu'on n'a pas vue nulle part. Vraiment, je trouve que ça amène quelque chose de très intelligent. Puis il faut que tu sois en mesure de bien gérer entre être capable de t'enfuir et être capable de placer une belle attaque cruisée au bon moment. Moi, ce que j'ai aimé là, quand j'ai commencé à tester, justement, tu parles le fait qu'on peut se transformer en pieuvre, ça donne vraiment une belle approche, ça donne beaucoup de possibilités de stratégies différentes. Puis le joueur, j'ai remarqué aussi, lorsqu'il se promène dans les flaques d'encre, doit faire attention aussi de ne pas toucher à l'encre de l'ennemi lorsqu'il se promène comme ça, parce que ça l'endommage, ça lui fait mal, ça le ralentit aussi. Fait qu'il y a une foule, tu sais, le concept du jeu est super simple, mais j'ai trouvé que pour maîtriser vraiment ce jeu-là, il y avait une maudite belle profondeur qui était offerte dans ce plateau. Absolument. Moi, c'est. Puis en plus, quand tu arrives à niveau 10, je l'ai découvert sur le tort un peu, c'est que tu as un autre mode qui se débloque, qui est, selon moi, le meilleur mode. Parce que là, c'est un mode dans lequel tu dois combattre pour garder un territoire en ta possession. Fait que là, rendu à ce mode-là, c'est plus important de réussir à éliminer les personnages. Dans le mode précédent que je vous parlais, c'est pas tant important de tuer les gens, de les éliminer en fait, de les écraser qu'on appelle, parce qu'on les tue pas vraiment dans Splatoon quand même, c'est un jeu Nintendo. Ah non, ils vont juste exploser. C'est ça, ils vont juste exploser avec aucune goutte de sang, juste de l'encre. Et donc, le but, c'est vraiment juste de couvrir le plus d'espace possible dans le tableau en entier. Ouais. Tandis que dans ce mode-là, c'est vraiment les deux équipes, vous vous battez pour avoir ce territoire spécifiquement, puis pour couvrir le plus d'encre dans ce petit repère-là. Donc, le fait d'éliminer les joueurs, c'est plus important dans ce mode-là. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la prise en main? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu difficile au départ. J'en parlais il y a quelques semaines. C'est qu'au début, s'adapter au gyroscope du gamepad pour tourner, pour bouger la caméra puis envoyer notre encre dans l'angle vers lequel on pointe. Ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Hein? C'est ce que je me suis dit la première fois que j'y ai touché. Ça devient naturel à un certain moment. C'est ça. Mais oui, il y a un temps d'adaptation pour jouer le gyroscope. On peut appuyer sur Y aussi pour replacer notre caméra. Et ça, c'est un extra. Il faut le faire souvent. Ouais, une chose qu'ils ont pensé. Là. Puis j'aimais aussi le réalisme de la physique aussi, parce que faut toujours que tu vises un peu plus haut que vers quoi tu veux éclabousser, parce que des fois, à partir que ça prend de la hauteur, ben là tu vas voir ton angle qui va courber vers le bas. Donc il y a quand même un bon réalisme. Ce que j'aimais aussi, c'est que j'ai trouvé que ce jeu-là était particulièrement bien balancé. Honnêtement, il y a pas vraiment. Les parties sont toujours serrées. Hein? C'est ça, les parties sont super serrées. Il n'y a pas vraiment de gros avantages que tu peux avoir par rapport à d'autres joueurs. Oui, il y a comme de l'équipement que tu peux prendre ton propre équipement qui va améliorer quelques petits aspects, comme moi j'avais une paire d'écouteurs qui permet de courir plus vite. Fait qu'il y a des petits aspects comme ça que tu peux débloquer puis que tu peux acheter avec l'argent que tu as accumulé dans tes parties. Mais somme toute, honnêtement, je trouvais que c'était balancé au point que je verrais ce jeu-là être un e-sports. Comme carrément. Ouais. Parce que ça n'a pas été développé pour ça à un certain point aussi. Oui, ben il disait que c'était l'équipe la plus jeune qui a jamais développé un jeu chez Nintendo. Et puis c'est des gars qui cachent pas, qui jouent à des jeux comme Call of Duty puis qui jouent à des Battlefield, des jeux de tir.
Donc, ils ont amené comme le mix des deux, ils voulaient garder l'essence des jeux Nintendo, mais en même temps, c'est des gars qui sont habitués de jouer à des jeux de tir. Alors, c'est quand même un mélange qui est très intéressant. Oui, mais ça rafraîchit Nintendo aussi. Puis, comme tu disais tantôt, pour les balancer justement les équipes, c'est le fun parce que même, il y en a qui disaient, ouais, mais c'est plate parce que des fois, il y a du monde de level, t'sais, au niveau 16 qui vont se battre contre du niveau 2. Oui, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça peut être le gars du niveau 2 qui va faire plus de points à la fin parce que c'est lui. Les points sont octroyés au niveau de la couverture d'encre que tu vas mettre dans ton jeu. Tu n'es pas obligé de tuer personne du moment que c'est toi qui as couvert le plus grand terrain, c'est toi qui vas gagner. Exact. Ouais, dans le premier mode, c'est comme ça, puis c'est parfait comme ça, puis c'est parfait pour commencer. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que je trouvais que c'était le fun, qu'il y avait une bonne diversité au niveau des armes, parce que, mettons, tu peux avoir l'espèce de rouleau qui va te permettre de passer la peinture rapidement, tu vas couvrir un espèce de large éventail, puis dès que tu vas passer à côté d'un ennemi, tu vas l'écraser. Le problème, c'est le moindrement que tu as une arme qui peut faire un peu de distance, tu vas être capable de te mettre à distance de lui puis de l'éliminer rapidement. Donc oui, il y a comme certains avantages comme ça que les personnages ont, mais il y a toujours quelque chose qui va contrecarrer, qui va faire qu'il faut que tu sacrifies quelque chose pour avoir un avantage. Donc c'est pour ça que je dis que le jeu est tellement bien balancé. Moi, j'ai une question pour vous autres. En fait, c'est que une des critiques qu'on voit beaucoup concernant Splatoon, c'est la quantité de contenu, puis peut-être la durée de vie même du titre, parce que essentiellement, c'est un titre en ligne. Si ça fonctionne bien, puis les gens restent, la durée de vie est quasi limitée, tu sais, parce que tant qu'on joue, tu sais, je le disais d'entrée, moi, je suis un joueur qui aime jouer à Call of Duty. Je refais les mêmes cartes constamment. Pendant un an de temps, c'est pas grave. Puis tant que ça roule, puis que je croise de nouveaux joueurs, puis il y a assez de modes de jeu et d'armes et de combinaisons disponibles pour que je puisse renouveler mon expérience et puis avoir du fun très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Splatoon aussi en termes de contenu, ou est-ce que c'est une crainte que vous avez de votre côté? Moi, c'était la réflexion que je me faisais juste avant la balado, c'est-à-dire que est-ce que je vais avoir du fun comme ça dans 2-3 semaines, parce que veux pas, il y a seulement 2 modes de jeu, dont un qui se débloque après avoir joué à peu près 10-15 heures en multijoueur et en ayant atteint le niveau 10. Et puis, il y a seulement 5 cartes aussi, donc c'est quand même très restrictif. Mais les cartes sont quand même grandes, puis la façon de te déplacer, ça fait en sorte que tu remarques pas toujours toutes les pas que tu fais, puis tu t'habitues pas vraiment aux maps, puis ils sont quand même très grandes, donc à date c'était pas si pire, mais je pense qu'effectivement ça va peut-être s'essouffler, mais Nintendo a promis qu'ils travaillaient régulièrement, qu'ils allaient travailler régulièrement sur du nouveau contenu, des nouvelles maps, des nouveaux modes. Donc, puis il y a la campagne solo aussi qui est quand même intéressante. Moi, je l'ai fait, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis la campagne solo aussi, je trouvais que ça m'habituait au contrôle, justement, puis à devenir meilleur, juste pour me déplacer rapidement, puis de passer du Inkling au Calmar aussi facilement, de rentrer vraiment dans l'eau, trouver mes stratégies, être capable de me déplacer vraiment rapidement. Puis c'était quasiment comme un jeu de plateforme, parce qu'on se promenait dans un univers en 3D, puis on avait des ennemis à battre, des objectifs à atteindre. Il fallait toujours arriver d'une place à l'autre. Les combats contre les boss sont malades. Oui, puis ils sont stratégiques aussi parce qu'il faut trouver leur faiblesse puis trouver leur façon. Il y en a un, des fois, il faut monter dessus carrément pour aller battre des bouts de monstres. Puis une fois qu'on a tout battu, ces tentacules, une à une, ben là, il va exploser tout seul. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Une autre question aussi, évidemment, c'est concernant... c'est un jeu en ligne. Les gens sont déçus de ne pas avoir de chat vocal présentement. C'est un manque. Honnêtement, c'est un manque parce que j'avais l'impression de jouer dans une équipe, mais toute seule. Parce qu'on pouvait pas se parler, établir une stratégie pour dire « OK, toi, tu vas là, toi, tu vas là. » On dirait que, tu sais, on essayait de suivre les autres sur la carte où est-ce qu'ils étaient, mais on pouvait pas leur parler. Puis ça, c'était quelque chose qui me manquait. Avez-vous l'impression que ce jeu-là était fini? Je sais pas, oui. Ben oui. Quoi? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas fini. 2 modes de jeu. Mais peut-être que, tu sais, je veux dire, on sait que Nintendo, exemple, j'y vais en extrapolation, mais si on sait que Nintendo est pour travailler beaucoup sur ce jeu-là, c'est peut-être... il va rajouter des nouvelles cartes, mais les cartes qui sont là, ils étaient finies. Oui, mais comme le chat vocal, par exemple, qui pourrait faire une réapparition, parce qu'il me semble avoir lu quelque chose là-dessus récemment.
Moi, j'ai l'impression qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de rentrer tout ce qu'on voulait rentrer dans le jeu pour sa sortie. Puis qu'on va sortir beaucoup de contenu. Ouais, parce qu'il est là, fonctionne bien. Hein? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le contenu désiré pour le jeu, pour le lancement, est peut-être pas aussi élevé que ce que Nintendo aurait voulu. Ouais. Je voulais vous demander votre avis là-dessus, de votre côté. Ouais, mais moi c'est ça que je disais. Je trouvais que c'était 2 modes puis 5 cartes. C'est très mince. Puis je crois pas que ça va... Si ça reste comme ça, je crois pas qu'il y aura une grosse communauté qui va jouer au jeu. Donc, l'autre chose que je me disais, c'est que... du contenu supplémentaire. Ouais, exact. L'autre chose que je me disais, c'est que c'est comme j'expliquais, c'est bien balancé. Il y a différents fusils qui amènent différentes armes qui amènent différentes stratégies. Mais le problème, c'est qu'il faudrait pas que les 4 personnes aient le même fusil parce que là, vous aurez aucune chance. Mais le problème, c'est que justement, t'as pas de communication possible pour faire une correction puis amener les ajustements d'une partie à l'autre. Même que d'une partie à l'autre, tu peux pas juste changer de personnage ou changer de fusil. T'es obligé de quitter carrément, puis d'attendre, puis de retourner en ligne après pour attendre sur les serveurs. Ouais, ça, l'attente est longue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il améliore vraiment parce que... en fait, il faut qu'il y ait du monde qui joue parce que nous autres, tu sais, des fois, on essayait de jouer, puis il faut être 8 absolument pour jouer parce qu'on joue à 4 contre 4. Puis si on était 7... Puis on attendait une 8e personne, des fois, on pouvait l'attendre longtemps. Là. Le plus ridicule, c'est à un moment donné, on était chacun dans un groupe séparé. Nos 2 groupes étaient des groupes de 4, mais les 2 groupes se mélangeaient pas. Je cherchais à l'infini. C'est ça, il aurait dû comme rassembler les 2 équipes de 4 pour faire une équipe de 8 puis lancer une partie. Mais on était comme Anthony, il était 4 tout seul, puis nous autres, on était 4 tout seul ailleurs. Mais on comprend que pour le matchmaking, à un moment donné, ils vont s'ajuster aussi, puis que ça va se placer. Qu'on a joué une version avant les sorties des serveurs aussi. C'est ça, fait qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas eu que les vrais joueurs vont avoir dans la version finale aussi. Il y a des choses qu'on peut peut-être pas justement dire de façon précise à cause de ça. Tout à fait. Il y a Vibus37 sur le chat de Twitch qui dit aussi c'est comme c'est un jeu pour les jeunes, peut-être que les jeunes ne veulent pas avoir de chat vocal, ce qui peut se comprendre. Moi, ce que je réponds à ça souvent, c'est que le fait de l'avoir, c'est que ça permet de choisir. Fait que si le chat vocal est disponible, si tu veux pas l'utiliser, tu peux le désactiver, tant mieux. Voilà, tu as le choix, c'est ce qui compte. Puis c'est pas vrai parce que dans les jeux de Pokémon, tu l'as le chat vocal, puis c'est un jeu pour les enfants. C'est les parents qui décident de l'activer ou non parce que c'est le contrôle parental qui va déterminer si ton jeu peut avoir le chat ou non. C'est comme dans les parties de Mario Kart, on peut activer optionnellement le chat vocal lorsqu'on joue avec des amis entre les parties. On peut pas chatter en course par contre, mais on peut le faire entre les parties. Oui, c'est ça. Puis justement, comme dans Mario Kart 8, Splatoon va peut-être suivre la même tendance, c'est-à-dire donner un nombre de cartes au départ, puis en rajouter après aussi. Il n'y a rien qui va empêcher ça, au contraire. Mais moi, j'avais l'impression que Mario Kart était peut-être plus complet dès sa sortie. Oui, il y avait beaucoup plus de stock, il y avait beaucoup plus de pistes à faire aussi au début. Mais ça reste un bon jeu, Splatoon. Là, moi, j'y ai joué beaucoup moins que vous autres, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce que j'ai testé. J'ai eu beaucoup de plaisir à ça. De votre côté, Anthony, Mélanie, c'était une critique respective que vous aviez à faire. Anthony, pour épélégendaire.com, ta critique devrait paraître cette semaine. Oui. Et Mélanie, toi, c'était chez Best Buy, c'est paru durant le week-end. Oui. Vos notes, les amis, pour Splatoon. Mais Mel, tu l'as déjà dévoilé, je vais te laisser. Oui, moi, j'ai donné... là, j'ai travaillé fort. Là. J'ai donné 3.65 sur 5. 3.65. Ça apprend à faire. Je me suis vraiment donné. Je vais lui donner un 8 sur 10. On va l'arrondir. Moi, c'est vers ça que je m'enlignais, un 8 sur 10, parce que merci qu'ils ont finalement fait quelque chose de nouveau. Merci qu'ils sont quand même restés dans le style de Nintendo, mais malheureusement, il manque de quoi pour que ça soit... que ça passe au 9 puis au 10. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime l'innovation qu'on a voulu faire, mais comme tu dis, tout en gardant leur signature Nintendo quand même, ils se sont pas dénaturés en essayant quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est chapeau à Nintendo. Oui, et c'est une nouvelle franchise aussi et un style très unique, là. Un jeu de tir à la 3e personne où on vise pas l'adversaire, mais on vise le territoire. Chapeau, c'est vraiment mais on très peut viser quelques adversaires. Ah oui, moi je t'ai visé en maudit. Oui, nous autres on sait qui nous a eu. Fait que là je voyais Tony en haut, j'étais comme non, on va. J'aurais une question pour vous. Mais je l'ai déjà eu. Oui, vas-y, Kev. Donc, j'ai bien compris, c'est un jeu qui joue uniquement à 4 contre 4. Ça veut dire qu'on peut pas jouer dans son salon en écran séparé avec 3 autres personnes. Oui, on peut jouer un contre un. Il y a un mode à 2. Oui, c'est ça. OK, il y a un mode à 2.
Oui, mais juste à 2. Puis là, je pense que c'est la même mécanique, mais j'ai pas pu l'essayer parce que je suis toute seule. Non, en fait, il y a une personne qui joue sur l'écran, puis l'autre personne joue sur la gamepad. Puis il faut comme tu élimines des ballons ou quelque chose comme ça. C'est pas exactement le même mode, mais j'ai pas joué vraiment. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, je pense que la personne qui élimine soit le plus de ballons ou qui couvre le plus grand territoire avec sa couleur. Va gagner. Ouais. Puis mon côté Feufé était bien content que la couleur de l'encre fitait avec les couleurs de cheveux tout le temps. Oui, c'est vrai ça. Hein? C'est un drôle de choix. Je me demandais pourquoi que j'avais des cheveux roses. Ben, c'est à cause de ça. Ouais. Ça. Des fois c'était vert, des fois c'était bleu, des fois c'était jaune. Qui nous montre les siens. Toi, Anthony, tu as l'ensemble spécial avec les 3. Moi, j'avais acheté, je le présentais tantôt, je le montre aussi en même temps. J'ai les deux séparés. Là. Oups, j'étais un petit peu décalé. Donc, le garçon et la fille, ils sont séparés, les deux, là, tout simplement. C'est incroyable parce que, justement... Mais pour avoir le Inkling, on a le calmar, il fallait acheter le trio. Puis ce qui est fou, c'est que le calmar, c'était comme une édition spéciale en Europe. Puis chez un magasin qui s'appelle Game, qui est en Europe, puis ils sont fait voler tout le stock de cette édition spéciale-là. Toutes les précommandes ont été annulées. Donc en fait, ils se sont fait voler les amiibo dans les boîtes. Il restait juste les jeux. Ah oui? Oh mon Dieu. Oui, c'est ça que j'ai vu. Les gens sont partis avec les amiibo. Wow! Donc, là, les gens, dans le magasin, en tout cas dans l'article que j'ai lu, ben, il a fallu qu'ils envoient justement des lettres à ceux qui avaient précommandé en disant, on peut pas vous donner votre commande spéciale, vous allez avoir juste le jeu tout seul. Fait que c'est la folie, là. C'est vraiment c'est la folie. Ben, les amiibo, c'est la folie. C'est la folie, les amiibo, c'est la folie. On passe un petit peu d'actualité. Merci pour votre critique, en passant. Je suis en train de passer rapidement. On va faire un petit peu d'actualité. L'émission tire déjà à sa fin. Quand on a 3 critiques, ça paraît. On a beaucoup plus de contenu. Premièrement, Mélanie, tu vas être contente de savoir que Bravely Second End Layer est annoncé pour l'Ouest. Ouais, mais on n'a pas de date encore. Non, on n'a pas de date. Mais pour 2016, ils ont dit 2016. Puis ça faisait partie quand, justement, au début de l'année, on avait fait notre article sur nos souhaits de 2015. Ouais. Puis c'était un de mes souhaits, c'était d'avoir une date de sortie en Amérique du Nord pour Bravely Second. Puis là, au moins, on sait que ça s'en vient. On va l'avoir. C'est plus attendu de 2015, mais finalement, ce sera pas en 2015. Oui, c'est ça. Fait que c'est en 2016. Oui, mais c'est un jeu que le titre précédent, vous aviez vraiment aimé ça, toute la gang. C'était le jeu de l'année dans notre palmarès sur Épée Légendaire, on va le rappeler. Donc, il va y avoir un second titre de Bravely Second. Il va être disponible ici dans l'Ouest, en Amérique du Nord. C'est pas mal cool. Le jeu Earth Defense Force 2 Invaders from Planet Space qui va paraître bientôt sur PlayStation Vita à l'automne. Oui, en effet, j'en perds mes mots, mais Antoine, avec qui j'étais la semaine dernière, pas à l'événement, mais à la Symphony of the Goddesses. Oui, durant le week-end. C'était samedi soir, hein? Samedi soir, avait bien hâte de jouer à ce jeu-là. Il m'en a parlé très positivement. Donc, il y a encore, pour les fans de jeux japonais, il y a encore des belles choses qui s'en viennent pour la PlayStation Vita. Ouais, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Denis Talbot la semaine dernière durant son émission parce que la PlayStation Vita, il y a un directeur chez Sony qui a dit que c'était devenu une plateforme legacy maintenant pour l'Amérique du Nord. Donc, une plateforme qui fait partie... C'est un peu triste, hein? Mais je pense que c'est une console qui n'est pas... mettons, on fait une parenthèse rapide. Là. Je pense que c'est une console qui n'a juste pas atteint ses objectifs, tout simplement, de départ. On nous vendait une console qui se devait être une PlayStation 3 portable et où est-ce qu'on allait pouvoir jouer tous nos jeux AAA là-dessus. On en a discuté allègrement dans nos épisodes dans le passé. Et puis elle a le pouvoir de le faire. Et je pense que oui, mais c'est devenu un produit niche. C'est devenu un produit qui est une très bonne console. C'est pas un défaut d'être un produit niche, c'est juste que tu vends moins dans ce temps-là. Mais en même temps, ils n'ont jamais sorti ils ont sorti Uncharted, puis ils n'ont jamais sorti de gros AAA. Ils ont sorti la première génération de jeux seulement. C'est ça, ils ont arrêté à cette génération-là, puis ils n'ont jamais annoncé après ça un nouveau God of War, ils n'ont jamais annoncé d'autres titres très attendus. Gravity Rush qui avait été tellement bon. On a eu Terraway l'année cette année. Terraway, c'est vrai que c'était excellent, mais... Qui n'a pas rencontré ses objectifs de vente, lui non plus, malheureusement, donc qui était un des rares. Pourtant, c'était tellement incroyable ce jeu. Puis c'était comme Splatoon, il n'y a rien qui se fait dans ce genre-là, puis il n'y a rien qui existe toujours encore aujourd'hui qui ressemble à Terraway. Non.
C'est bien dommage pour la PlayStation Vita. Moi, c'est la seule console que j'ai revendue en cours de génération, puis que c'était pas pour racheter une autre. Non, c'est ça. Ouais. Malheureusement, le niche dans lequel elle est devenue, c'est pas un niche qui me plaît. Donc, j'appréciais beaucoup la console. C'est très, très dommage. Ouais. C'est rendu la console des JRPG. C'est ma console de Dangan. Ouais, aussi de Dangan. Hey, nouveau 100. Hey, je vais l'essayer le nouveau A3. Bientôt, Mélanie, bientôt. Respire, Mélanie, respire. Oh my god. Mais j'ai pas fini le deuxième, là. J'avais décidé que c'est mon jeu d'avion, justement. On a 9 heures à faire. Fait que c'est sûr que je vais le finir. Bientôt, Mélanie, j'ai dit. Bientôt. En septembre, il sort en septembre. Il faut finir. Go, go. NBA 2K16 2K16 a maintenant une date de sortie et ce sera le 29 septembre prochain que les fans de NBA vont pouvoir se mettre là-dedans. Sur ce jeu-là, c'était le compte officiel de NBA 2K qui diffusait ça sur Twitter. Donc, les précommandes sont ouvertes pour ceux qui précommandent vont pouvoir obtenir leur copie le 25 septembre. Donc, soit 4 jours avant la sortie du jeu qui est le 29. Puis en plus, c'est leur série la plus populaire dans les sports pour 2K. NBA, ça marche très bien. C'est drôle parce que chaque série de sport, comme il y a un studio qui est expert dedans, comme le NBA, c'est 2K. T'as Sony qui est pour MLB. NHL, bon, il y a juste... il y a juste EA maintenant. 2K, on essaie de faire leur jeu de hockey. Puis le soccer, mais tu sais, il y a Konami et EA qui se battent pour la franchise. Donc c'est quand même drôle. Ouais, la franchise FIFA de EA est bonne, par exemple. C'est l'autre aussi. L'autre aussi, c'est très populaire aussi. Il y a des gens sur Twitch qui sont encore en train de se demander pourquoi on aime ça, les amiibo. Moi, j'aime ça, les amiibo! J'aime ça. Je fais dodo avec eux. Ok, c'est pour ça. Je tiens à dire que moi, j'en ai aucune. C'est beau, Kevin, bravo. T'es fort du mental. Merci Vibus37 d'avoir participé avec nous ce soir. Je te souhaite une très très bonne nuit. Je sais qu'il est tard en Europe présentement. 3h47 du matin. Je te trouve très courageux de regarder les streams à cette heure-ci. T'as de l'insomnie. Oui, effectivement. C'est pas impossible. Prochaine nouvelle, celle-là, c'est pour toi, Anthony. Tu vas être content d'apprendre que Halo 3 ODST est disponible sur Xbox One. Et tu te rappelles? On a reçu nos codes. Oui, vous avez eu vos codes. Moi, j'en ai pas eu parce que je possède le jeu, mais depuis pas assez longtemps. Mais tu te rappelles, Anthony, on s'était dit, on se posait la question si le jeu serait rendu disponible pour les autres aussi en DLC payant par rapport. Puis on avait spéculé sur environ 10$ pour le jeu. Et c'est 5$. Oh! 4,99$. Est-ce que les gens devront attendre plus longtemps que ceux qui ont reçu leur code? Non. Qui l'ont reçu comme compensation? C'est disponible dès maintenant pour tout le monde. OK. Mais moi, en fait, l'annonce qui m'intéresse le plus dans ça, c'est... Moi, j'ai joué beaucoup du multijoueur de Halo 2. Et puis, la map qui est inclue, qui s'appelait Relic à l'époque, revient sous le nom de Remnant. Yes. C'était une map qui était incroyable pour faire du Team Sniper. Puis pour faire des captures de drapeaux. Oui. Honnêtement, cette map-là était vraiment bien designée. En fait, Halo 2, la majorité de leurs maps multijoueurs, autant celles qui ont été offertes en DLC que ceux qui sont sortis initialement avec le jeu, sont tous incroyables, les maps. Donc, j'ai vraiment hâte de remettre... Si apparemment, maintenant, le multijoueur est complètement fixé, là, il fonctionne bien. Si on peut avoir des joueurs qui retournent dessus... je pense qu'il y a des joueurs qui jouent encore beaucoup parce que je vois régulièrement des streams sur Twitch, justement, qui diffusent ça. Notamment quelqu'un aussi que j'ai vu partager qui a eu la chance de faire une capture à 60 images par seconde sur sa Xbox One, qui l'a repartagé. Quand on en avait parlé là, au début du mois de mai. Là. Puis, tu me disais pas qu'il est en spécial en ce moment, le jeu? C'est ça que tu as dit au début du show, j'ai mal compris. Peut-être encore. Comme 35$, non? Non, ça, c'est... On parlait de Battlefield Hardline. Ah, c'est vrai, c'est terminé. vrai. Mais je pense qu'Halo, il y a peut-être des places encore qui le vendent à 40 ou 50. Là. Ouais, parce que moi, je t'avais d'en acheter comme 3 versions puis les donner à mes amis, genre pour qu'on joue. Sur Amazon, souvent, la dernière fois que tu m'as envoyé un partage, c'était Amazon, il était 39,99$. J'ai pas revérifié, donc je sais pas si le prix est toujours valide présentement. Okay. Les jeux gratuits pour juin sont sortis. D'abord, PlayStation Plus sur PS4, vous aurez la chance de jouer à Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, à Skulls of the Shogun Bonafide Edition, à Super Exploding Zoo et Futuridium IP Deluxe. Donc, ça doit être incroyable, le jeu Super Exploding Zoo. Ouais, moi aussi, ça était assez débile. Toi, t'as des images dans ta tête. Ouais, c'est comme...
Ouais, sur PS3, c'est Call of Juarez Gunslinger, un jeu qui commence à prendre de l'âge aussi, évidemment. Puis Cloudberry Kingdom, qui est assez récent, lui, quand même. Et sur PS Vita, vous allez pouvoir jouer aussi, encore là, une fois, à Super Exploding Zoo et à Futuridium IP Deluxe. Donc, essentiellement, c'est 4 jeux qui sont disponibles dans les titres répartis sur 3 plateformes. Et du côté de Microsoft, ce mois-ci, c'est très, très tranquille. Hein? On a encore, pour le 3e mois de fil, on a Pool Nation FX. Je l'ai toujours pas downloadé. Moi, je l'ai downloadé, je l'ai essayé. C'est bon, par exemple, c'est pas mauvais. Mais, tu sais, je veux dire, une fois que tu as joué 2-3 parties, tu es prêt à passer à autre chose. Tu sais. Mais il y a Massive Chalice, qui est un jeu de Double Fine, qui semble très intéressant. Donc, ça qui est un jeu qui est disponible sur Xbox One gratuitement ce mois-ci. C'était un jeu Kickstarter qui finalement a été... moi, j'avais donné de l'argent pour le jeu. Puis là, j'ai remarqué qu'il m'avait dit que le jeu était sorti. Mais je me demande c'est quoi la réaction des fans quand ils voient qu'ils ont backé un jeu, qu'ils ont subventionné un jeu, puis qu'ils voient comme ça que finalement le jeu sort gratuitement sur une des plateformes. Tu as subventionné le jeu aussi, c'était pas simplement pour l'avoir, c'est que tu as payé pour que le développement du jeu se fasse. Effectivement. Donc, juste le fait que le jeu existe, ça veut dire que ton subventionnement a porté à quelque chose. Effectivement. Ta subvention. Mais je me demande c'est quoi la réaction des fans qui voient que le jeu sort gratuitement. Je suis vraiment curieux. Là. Je sais pas. Mais je pense que ces fans-là, de toute façon, ont eu leur copie. Ouais, mais quand même, les fans sont quand même très... Moi, j'aurais une fierté. Moi, je pense que j'aurais une certaine fierté à avoir financé un jeu puis qui a réussi à passer tout au travers du développement puis à devenir un succès. Je pense que se payer un deal avec Microsoft par la suite, ou avec Sony, peu importe, pour mousser un peu le nombre de copies vendues, c'est pas une mauvaise chose pour un studio indépendant. C'est bon pour eux autres. Je pense que c'est bon pour eux autres. J'espère bien. Tout est une question de qu'est-ce qu'ils ont promis aux personnes si jamais ils subventionnaient. S'ils n'ont rien dit, puis c'est tout, c'est correct. S'ils ont promis quelque chose, c'est différent. En autant qu'ils respectent leurs promesses. Exact. Mais je pense qu'avec Double Fine, je pense que c'est le cas. Ben oui. Donc, sinon, sur Xbox 360, c'était Just Cause 2 et Thief. Donc, encore là, 4 jeux, mais répartis sur 2 plateformes cette fois-ci, parce que Microsoft, évidemment, n'a pas de console portable. Fait que voilà, fait que c'est une offre qui me semble assez similaire, là, du côté, encore ce mois-ci, là, entre les 2 plateformes. Donc, voilà. Pas d'application compagnonne pour Assassin's Creed Syndicate. Ça, c'est une décision qui découle directement de la sortie un peu chaotique de Assassin's Creed Unity. Vous savez combien est-ce qu'on a parlé en long et en large l'an dernier. Lorsque j'ai même dû faire un comment est-ce qu'on appelle ça dans une justification. Une justification, un point de presse quasiment pour dire que le pourquoi que j'avais donné une bonne note à Unity. Mais c'est ça. C'est vrai. Ouais, mais tout ça pour dire que finalement la sortie du jeu, ça reste qu'elle avait été chaotique quand même, pour une foule de raisons. Cette année, Ubisoft ont décidé qu'elle allait se concentrer uniquement sur le solo. Donc, on laisse faire les applications compagnonnes que moi, j'ai très peu utilisées de toute façon. Je trouvais ça un peu chiant, honnêtement, de devoir utiliser ça pour ouvrir des coffres supplémentaires. Ou comme dans Black Flags aussi, il y avait une application compagnonne pour gagner plus d'argent, pour aider, il fallait évoluer son bateau plus rapidement. Et pas de multijoueur non plus. Donc ça suit la décision aussi qu'on savait déjà qu'il n'y aurait pas de multijoueur dans Syndicate. Donc voilà, pour Assassin's Creed Syndicate qui va être vraisemblablement de plus en plus très très axé seulement sur le solo. Et c'est une bonne chose pour le développement. Donc, et en plus, pour cette version-ci, le moteur, l'engin existe déjà. Ça, c'est un truc dans Unity qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on développait aussi un nouvel engin en même temps. Et avec Syndicate, l'engin est là maintenant. Donc, il s'agit juste de le peaufiner. Fait que Syndicate, normalement, devrait être beaucoup plus fluide comme expérience. Oui, puis ils peuvent mettre toute l'équipe juste sur le solo, fait qu'ils peuvent vraiment juste se concentrer là-dessus et non pas diviser l'équipe entre le multijoueur et le solo aussi. Tout à fait, exactement. Dernière nouvelle pour la soirée, je vais passer rapidement. La manette de Xbox One, pas toutes, mais en fait, il va y avoir des nouvelles manettes de Xbox One qui vont être lancées après juin, donc on comprend que ça va être probablement annoncé durant le E3, qui vont disposer maintenant d'un port 3,5 mm audio dédié, comme la manette de la Wii U et de la PlayStation 4, ce qui est une excellente nouvelle aussi. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette nouvelle-là, c'est que le port d'expansion de la manette reste. Donc, si vous aviez l'adaptateur, qui possède des fonctionnalités de plus que simplement brancher les écouteurs, parce qu'il permet de mixer le volume directement entre le chat
vocale et le son du jeu directement sur l'adaptateur. Mais vous devez le payer, canadien, où il venait avec le casque de Xbox One, là, celui-là que j'ai ici, là, justement. Donc, l'adaptateur, il venait avec ça. Si vous n'avez pas le goût de dépenser ça, ben, vous allez probablement pouvoir simplement ajuster cette balance-là au niveau du système d'exploitation de la Xbox. Et puis, vous allez pouvoir brancher votre casque directement dans la manette quand même. Donc, plus besoin d'adaptateur nécessaire. Fait que les deux possibilités sont là. Je pense que c'est le meilleur des mondes. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour améliorer un petit peu plus la manette de la Xbox One. Rien à rajouter, personne? Non. J'aime ça de même. J'ai déjà tout dit, moi. J'ai tout shooté. J'ai tout shooté. Je suis désolé. Prochaine fois, vous ferez ça tout seul. Moi, je m'en vais. On fait ça notre Puzzle Dragon la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Hein? C'était pas mal ça ce qu'on avait pour cette semaine, la gang. C'était une belle semaine, une belle émission encore une fois. Je vais faire le tour du palmarès avec la gang pour savoir où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais des gens veulent discuter avec vous, vous envoyer des bons mots ou du hate mail. On va commencer par Kevin. Pour me rejoindre, voici mon adresse personnelle. Alors, c'est le... Non, je ne vais pas dire ça. Donc... Anthony.gravel. Non, c'est le 240. Allez cogner chez moi. Il cherche du monde, genre coop. La meilleure façon de me rejoindre, c'est par Twitter avec le @superpouletsky, SKY. Sinon... je manque d'amis sur PlayStation puis sur Xbox, là, donc on est vous joindre à moi, on va pouvoir jouer à des jeux. Donc, pour avoir ces informations-là, allez sur le site de l'Épée Légendaire parce que c'est là que ça se trouve compliqué à dire. Parfait, merci Kevin. Anthony, de ton côté, si les gens veulent discuter avec toi, où est-ce qu'ils vont? Hey, je serais rendu avec ma page Facebook. C'est vrai. Oui, donc, oui, c'est vrai. Avec mon nom, Anthony Gravel, parce qu'à un moment donné, c'est comme tu écris un article pour un, puis un autre article pour un autre médium, puis là... C'est trop big, Anthony. Là, t'as comme 8 médiums différents, puis là, tu sais plus quoi faire. C'est pour ça que j'ai un site web personnel, style portfolio, un peu, qui regroupe tous mes projets à la même place pour qu'au moins les gens puissent savoir où est-ce que j'ai écrit. C'est un minimum. Alors, oui, sur ma page Facebook, c'est une très bonne idée. Sinon, sur Twitter, c'est la meilleure façon. À commencer à Gravel 15. Et puis, je pense que c'est les deux meilleures manières. Puis sinon, venez nous lire sur le blog Best Buy, le blog Branche-toi de Best Buy, et évidemment sur l'Épée Légendaire. Hey, Mario te fait salut. Mario, j'essaie de faire le focus, là. Mario, Silver Mario Amiibo, directement dans ma caméra. Donc, il vous fait salut. Salut! Mélanie, de ton côté, si les gens veulent discuter avec toi parce qu'ils sont contents de voir que tu fais un retour à l'Épée Légendaire, à la balado légendaire, où est-ce qu'ils vont pour discuter? Sur Twitter, @melbchartier. Sur ma page Facebook aussi, j'ai une page officielle de chroniqueur où je mets mes articles. Et justement, j'écris des articles aussi sur épélégendaire.com et sur le blog Branche-toi de Best Buy. Je suis pas encore habituée. Fait que j'ai publié justement Splatoon la semaine passée et Puzzle and Dragons ce matin. Excellent. Merci Mélanie. Et de mon côté, c'est facile. La meilleure façon pour discuter avec moi, c'est sur Twitter, @TremblayMax. Mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'Épée Légendaire. Donc, vous allez retrouver nos liens vers notre page Facebook, notre page Twitter, notre Google+, et tout. Vous allez tout retrouver ça au complet sur épélégendaire.com. Je vous invite aussi à venir faire un tour sur le site web pour consulter nos chroniques, nos articles et nos critiques. Si vous appréciez le produit qu'on fait, venez faire un petit tour aussi du côté de patreon.com /Épée Légendaire pour appuyer notre projet. Ce qui va nous donner un petit plus, une petite tape dans le dos pour qu'on puisse continuer. Puis aussi, un petit peu de financement pour qu'on puisse justement avoir un petit coup de pouce pour payer tout ça, tout ce que ça nous coûte pour toutes ces patentes-là. Il y a nos pages Twitch aussi, on oublie tout le temps. Oui. Nos pages Twitch. Nos pages, oui, parce qu'on diffuse quand on peut ou quand on a le temps, on diffuse. En tout cas, moi, j'essaie de diffuser en direct quelques parties une fois de temps en temps. Je vais recommencer cette semaine. Ouais, c'est ça. La seule que j'ai pas fait, c'est Life is Strange parce que je trouve ça chiant parce que c'est des spoils tout le long. Là. Fait que ça, je me suis gardé une petite gêne. Mais sinon, j'essaie sur ma page Twitch. Donc, moi, c'est ma tante 75. Excellent. Anthony, c'est Anthony Gravel. Non, je sais plus c'est quoi. C'est AntoEPL. Ouais, Tremblay Max. Et moi, c'est Tremblay Max. Mais tous nos liens encore là sont sur
Mais Mel, encore on n'est pas pire. Ouais. Ben non seulement on n'est pas pire, j'ai tout répertorié ça aussi dans une section twitch.tv directement sur épélégendaire.com. Hey, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis sur la page, c'est ça qui est cool parce qu'on a toutes nos fenêtres. Donc, s'il y a quelqu'un d'actif sur Twitch, vous allez le voir directement. Vous allez le voir automatiquement. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on termine notre émission pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine. On l'espère. Pour une autre balado légendaire. Bye. Au revoir tout le monde.